Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Rachel Bat Isa et de Semach Ben Luna. Alors, la question de Ron. Alors, comment chercher et savoir que c'est son bon mazal? Comment chercher son mazal et comment le trouver et comment savoir que c'est le bon. Le mazal, donc, tu parles de ton conjoint. La question est aussi valable pour les femmes, comment trouver son conjoint au masculin. Après, ok, donc d'abord quelle est la méthode de recherche, ensuite, comment savoir? Bon, alors, il y a la façon occidentale que nous critiquons et la façon thoraïque que nous prenons. Façon occidentale, c'est bientôt les vacances. Vacances, on est plus cool, souriant, le soleil, la plage. Et ça dépend quelle sorte de juif tu es. Non religieux, tu vas en boîte, tu vas à la plage mixte. Semi-religieux, tu vas à la plage semi-religieuse, et à la boîte semi-religieuse. Tu vas en boîte en mode Shomer Negia, mais en boîte. Tu vas à la plage, mais tu es tu fais Shomer et Shmirat Einaim sur la plage, tu regardes pas, tu essaies de ne pas regarder. C'est juste pour profiter du soleil. Ou bien tu es religieux, bon, c'est pas ce qu'on en parle maintenant, parce que je parle de la méthode occidentale. Et tu as mis ton radar en mode recherche. Tout à coup, ton radar se verrouille sur une cible potentielle. Alors si c'est en boîte, c'est très dur, parce que tu vois pas. Mais en tout cas, ça bouge. Ça a l'air intéressant. Bon, tu bouges aussi. Tu te mets en mode drague. Tu fais le coq. Elle fait la poule. Et on devient copain-copine avec toutes les variantes totalement non religieux ou à moitié Shomer Negia, tout sauf ça, ou un peu moins, ou encore un peu moins, ou juste par la main, ou même pas par la main. On est Shomer Negia total. On s'écrit des SMS toute la journée, et évidemment on tombe dans le panneau de temps en temps. Et on est copain-copine. Mais on ne pense pas mariage. On attend. Et en attendant, on se lie. On devient amoureux. Ah, des fois non, on arrête. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Si on devient amoureux, très amoureux, très amoureux, à un point où on se dit, c'est elle. Et elle dit, c'est lui. Mais là, on dit, oh là, oh, calmons-nous. C'est parce que je suis amoureux que c'est forcément le bon numéro. Ah, c'est une décision grave. J'ai vu mes copains, 1 sur 2 divorcent. J'ai vu la famille, 1 sur 2 a divorcé. Donc, je ne vais pas faire la même gaffe. Moi, ça ne m'arrivera pas. Donc, je vais bien vérifier. Et là, tout à coup, je ne deviens plus le copain-copine. Je reste copain-copine, bien sûr. Mais quand je suis seul, je réfléchis et je commence à voir maintenant tous les pour et les contre. Je la connais bien. Je connais la belle famille, éventuellement future belle famille, futur beau-frère, future belle-sœur, future belle-mère, histoire. Je prends tout ça dans le package et je regarde. Elle est mignonne, mais... Et là, on arrive au point crucial. On ne veut pas se tromper. Je dis, à tous les coups, on se trompe. Des fois, ce n'est pas fatal, c'est-à-dire que bien qu'on s'est trompé, le couple pourra survivre, il n'y aura pas de divorce, et peut-être même il y aura du shalom bayit, mais on se trompe forcément dans le jugement. Et des fois, les conséquences sont dramatiques.
Pourquoi on se trompe forcément dans le jugement? Parce qu'on est amoureux. L'idée de devoir dire non, elle est insupportable. C'est possible. Mais il faut que ce soit vraiment, vraiment un truc tellement terrible, affreux, qui ait fait cela, que là, je pourrais peut-être dire non, et encore avec un déchirement total. Donc je sais que c'est très difficile pour moi de dire non. Alors quand je juge, j'ai forcément, comme on dit, un juge, pour être impartial, ne doit pas avoir de pot de vin. Ça t'aura interdit. Même un demi-centime d'euro. Pas pour qu'il juge pour moi, pour qu'il juge équitablement. Je donne un demi-centime d'euro à un juge pour qu'il juge équitablement. Le jugement ne peut pas être valable. Parce que forcément, le juge, il va être un peu plus de mon côté. Là, elle doit juger, est-ce que c'est elle ou pas? Alors, il y a la partie de moi qui est juge, et puis il y a le cœur. Le cœur, il est amoureux. Elle est géniale. Je vois qu'il y a des problèmes. Je ne peux pas dire non. Ça va être très, très dur. Donc, je vois qu'il y a des problèmes. Mais malgré moi, je vais rapetissir les problèmes et super agrandir les qualités. Alors, je vois qu'il y a des problèmes. Bon, c'est pas si grave. Et puis, l'amour, on a un verset de la Torah qui va nous aider. Kol peshaim tachasei ahava, sur tous les péchés, l'amour recouvre, donc on pourra faire avec, on s'aime tellement. Et les qualités qu'elle a, bof, d'accord, je l'ai grandi. Et là, donc, dans le jugement, c'est clair. C'est elle. Mazal tov. On se marie, et patatras. Dans les quelques mois après le mariage, tout à coup les défauts reviennent à leur vraie dimension, et des fois bien pire, parce qu'on n'a même pas évalué que ça pouvait être tellement grave. Et les qualités, on s'y fait, puis ils ne sont pas tellement extraordinaires, tout qu'on arrive à ça. Les qualités, les défauts. Et des milliers, je crois pas que je me trompe dans le mot, de gens m'ont écrit qu'ils ont été aveuglés par l'amour et ils sont trompés. Lui qui m'a écrit dernièrement, on est fiancés depuis 1 ou 2 ans, on s'adore, mais il y a des tas de problèmes. À un point tel que je ne sais pas quoi faire. On est très amoureux, mais il y a des tas de problèmes, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, il faut être sacrément solide pour faire une chose pareille. Je lui dis, imaginez-vous qu'on vous propose, vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne connaissez pas. Vous dites, écoute, voilà, une copine vient, écoute, j'ai un garçon, je crois que pour toi, il est très bien, voilà. Il est comme ci, comme ça, comme ça. On vous fait la liste de toutes les qualités et tous les défauts que vous connaissez chez ce monsieur. Vous n'êtes pas du tout amoureuse. Vous auriez dit oui ou non. Si vous auriez dit oui, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Ça veut dire, quelqu'un qui est amoureux ne peut pas faire un choix. Parce qu'il est déjà amoureux. Donc il a une tendance, malgré lui, énorme, de dire ça va ou ça ira. Ou c'est pas si grave, c'est même génial. Il ne voit pas. Combien de gens m'ont dit j'étais aveuglé par l'amour? Donc il faut choisir sans être amoureux. Ah, comment on fait ça? Méthode juive qui s'appelle le chidour. Au lieu d'être amoureux, une fois que tu es bien amoureux, tu décides maintenant que tu vas être juge, tu vas juger, on va inverser. D'abord tu vas juger, si c'est bon, tu vas te permettre de tomber amoureux. Pour se marier, il faut les deux. Ça n'existe pas dans le judaïsme le mariage de raison. C'est un bon garçon, t'es une bonne fille, on se marie ensemble. Il n'existe pas un truc pareil. Il faut être amoureux. Mais on ne va pas être idiot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber amoureux après qu'on a vu que c'est un bon numéro, pas avant. Donc première chose, quand on nous propose, d'abord je ne vais pas aller dans les terrains de chasse pour faire des recherches en mode radar. C'est pas du tout comme ça. Même dans le monde religieux, il y en a qui font ça, mais c'est archi faux. Il y a un Sheva Brachot et tout qui repère une fille comme ça, il prend des renseignements sur elle. Non monsieur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne regarde pas, on n'a pas vu, on ne sait pas, rien du tout, même pas une photo. Quelqu'un vient et te dit, j'ai une fille pour toi. Ok, comment elle s'appelle? Qui est la famille? Je fais une enquête. Mais quoi une enquête? Le FBI. Avant de la rencontrer, je sais déjà beaucoup de choses sur elle. Son caractère, son état de santé, l'état de santé mentale, la famille, etc. Ses ambitions, qu'est-ce qu'elle veut, son niveau de religiosité. Je peux voir si ça correspond ou pas. Il y a déjà suffisamment d'arguments ici pour voir ce que je suis prêt, d'accord de la rencontrer ou pas. Si je vois que ça ne va pas, je n'ai même pas besoin de la rencontrer. Donc j'ai vu déjà beaucoup d'écueils. Ensuite, on se rencontre. On sait très bien pourquoi on est là, pas pour se draguer.
Moi, je veux savoir qui tu es vraiment. Je vais te dire qui je suis vraiment. Bon, c'est pas tout à fait vrai, on va pas raconter toutes les bêtises qu'on a faites, tous les linges sales. Mais on va pas non plus trop jouer une comédie qui n'est pas ce que nous sommes. Parce qu'on sait que si on joue la comédie, et ben à la fin, c'est nous-mêmes qui allons nous faire avoir. Donc je vais dire qui je suis, ce que je veux, qui est ma famille. Elle va aussi dire la même chose. Interview professionnelle, on va dire, qui dure environ 15 heures. C'est beaucoup. 15 heures parler sur soi, c'est énorme. C'est énorme. On va par tranche de 2 heures, 2 à 3 heures. Donc environ 7-8 rencontres. On fait une première rencontre. Après qu'on revient à la rencontre, c'est pas ça. Si c'est vraiment pas ça, on arrête. Si c'est, franchement, ça n'a pas l'air, je ne sais pas, on recommande une deuxième rencontre. Pourquoi ? Parce que tu t'imaginais ta fille, la fille avec qui tu es marié, une grande blonde de 2 mètres avec les yeux bleus, puis c'est une petite pied noire de 1,50 m. Le temps le choc émotionnel pour arriver à comprendre qui ça va être, tu es encore sur le choc. La deuxième fois, tu as déjà pu assimiler que c'est peut-être elle. Et là, tu vas déjà la voir en étant moins choqué au niveau émotionnel et tu peux avoir un regard plus objectif. Donc, on recommande de faire au moins 2 rencontres. Des fois, au bout d'une, c'est certain que c'est pas ça. Ok, on arrête, on va pas. C'est pas une partie de plaisir d'aller voir. C'est stressant, hein, un chidour. Ok, ça va bien. Deuxième rencontre. Ça va bien. Troisième rencontre. À mesure qu'on avance, les choses se précisent. On va commencer d'aller dans les choses plus fines. Et 2 choses une. Ou bien ça correspond, ou ça correspond pas. Ça correspond pas. Alors, il faut être guidé, c'est important. Est-ce que les choses que je vois qui ne correspondent pas sont vraiment des choses essentielles ou pas ? Elle aime la viande, moi j'aime pas la viande. Bon, ok, on peut vivre avec. Il y a des gens, pour eux c'est un gros problème. Les gens ne sont pas guidés, ils ne savent pas, des fois, ils ne savent pas ce qui est essentiel et accessoire. Donc, ça vaut la peine d'être guidé par quelqu'un qui va dire ça c'est des bêtises, on peut arranger, voilà. Des fois, il y a des choses qui sont essentielles, c'est une vraie question. Alors, s'il y a des bonnes raisons d'arrêter, on arrête. S'il n'y a pas de bonnes raisons d'arrêter, on continue. Et là, très souvent, vient s'ajouter une chose supplémentaire qui est une peur terrible. J'appelle ça le phénomène Kriyat Yam Souf. Chazal on dit, donc ça de mémoire on dit, Caché Zivugam que Kriyat Yam Souf. C'est dur de unir un homme et une femme, donc pour se marier, c'est aussi dur qu'ouvrir la mer lors de la sortie d'Égypte. Alors, il y a à peu près 1 millier d'explications qui ont été données sur cette parole de Chazal. Moi, je pense comme ça, c'est une chose que j'ai vue souvent chez les élèves. Qu'est-ce qui s'est passé à Yam Souf, à la mer Rouge ? Ben Israël arrive, en pleine nuit, la mer, déchaînée. La mer, la nuit, sans lumière, ça fait peur. Quelqu'un qui a mis la tête sous l'eau, même la nuit, en mer, c'est carrément dangereux parce que tu n'as plus le sens d'équilibre, c'est tout noir, tu ne sais même pas c'est où, en haut, en bas, en haut, tu peux vouloir nager dans l'eau, tu nages dans le bas et tu n'as plus d'air, enfin ça fait peur. Et Chazal témoigne qu'il y avait des vagues énormes, bloquées. Tout à coup, tu vois derrière toi l'armée égyptienne qui arrive. L'univers concentrationnaire égyptien, Pharaon à la tête comme ça qui les poursuit. La Torah dit, ils ont été terrorisés. Qu'est-ce qu'on fait ? Aller de l'avant, je ne peux pas. Aller de l'arrière, je ne peux pas. Quand le Jidour avance, c'est vers la 4e, 3, 4, 5e rencontre, et qu'on sent que ça va. Si on est un type solide, et qu'on n'a pas de parents divorcés, ou qu'on n'a pas souffert des problèmes de Shambhaï de nos parents, ça se passe relativement facilement. Mais si on a souffert du problème de Shambhaï des parents, on a extrêmement peur de prendre une décision. Ça fait très très peur. Parce que tu as 3 rencontres, 6 heures. Je ne peux pas prendre une décision, c'est impossible. C'est impossible. Alors non. Mais non, mais ça a l'air quand même bien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais de l'avant, mais j'ai peur de m'engager. Je vais de l'arrière, c'est dommage, ça a l'air bien. Il y a une partie comme ça d'hésitation, de perte d'hésitation qui est dure. Il faut savoir. C'est normal. On ne peut pas au bout de 3-4 fois dire oui. C'est impossible. Et on sent que ça avance. Et on sent que ça va être un oui, mais on n'a pas encore les éléments suffisants pour pouvoir dire une chose pareille. Donc ça met en situation de pression. Pendant pression, on dit ok, laisse le temps. Personne, rien ne presse. Tu vas aller encore. Rien ne presse.
Tu fais encore une rencontre, encore une rencontre. À mesure que tu avances, ou bien ça va se préciser que c'est pas ça, et là on arrête, ou plus on avance, plus ça précise que ça, que oui, ça correspond tout à fait à ce que je veux. Maintenant, on va dire qu'on est arrivé déjà à la 5e rencontre. Tout va bien, mais il n'y a pas de sentiment. On veut une 6e rencontre. Tout va bien, pas de sentiment. 7e rencontre, tout va bien, pas de sentiment. 8e rencontre, tout va bien, pas de sentiment. 8, on arrête. Ah, mais tout va bien. Ok, mon cher ami, on ne se marie pas avec quelqu'un parce que tout va bien. On se marie avec quelqu'un parce que tout va bien, mais on a aussi de l'amour. En tout cas, une impression que si on dit oui, on va tomber amoureux. L'amour, des fois, on ne veut pas le laisser sortir, parce qu'on a peur de dire oui, on est sur ses gardes, on se retient comme ça. Donc on va inhiber, on va... Mais avec un peu de réflexion intérieure, on peut voir que si je dis oui, je peux facilement tomber amoureux d'elle. Si tu sens ça, c'est bon, c'est le bon numéro. Et là, tu agis comme il fallait. Tu as vérifié. Après, tu as reçu le feu vert d'Hachem, c'est quoi? C'est que tu as un amour, un sentiment qui se réveille pour elle, c'est bon. Si après 8 fois, tu es qu'au point 1, ça veut dire que tout va très bien, mais il n'y a pas de sentiment, c'est pas elle. Et c'est très soudain. J'ai un élève, il s'est marié il y a 2-3 ans, il est venu me voir à la 5e rencontre, il m'a dit, écoutez, tout va très bien, mais je sens absolument rien. Je lui ai dit, combien de rencontres tu es 5? Ok, vas-y, continue. Ça vient entre 5 et 8. C'est dingue, hein, c'est vraiment mathématique. Entre 5 et 8. À la 6e, il vient me dire, j'ai dit, je me fiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis amoureux, en une rencontre, il est parti comme une fusée. C'est très rapide et très soudain. Quand ça arrive, c'est le bon numéro. Tu as vérifié, tu as bien vérifié, tu as bien vérifié. Alors de quoi tu as peur? Tu es amoureux, tout va bien. Alors où est le problème? On se marie. Des fois, il y a encore des doutes, des choses comme ça. Alors ça vaut la peine, comme je dis, d'être guidé ou de prendre conseil chez des gens sages qui vont nous dire si oui ou non. Et des fois, ça arrive aussi qu'on fait plus que 8 rencontres. Dans les cas spéciaux, ça peut arriver. Ça, c'est comment partir à la recherche du mazal. C'est quoi l'histoire où vous avez parlé avec le fleuve, on va d'un côté un bout du fleuve? Ouais. Il y a une sgoula, que c'est une combine, qui peut marcher, mais qui ne marche pas toujours, pour trouver son mazal. C'est le Rav Gidon Ben Moshe qui me l'a dit. Le Rav Moshe, c'est le Ravouta du Rav Yosef pendant un certain temps. Il m'a dit, Badou Kouvenoussef, vérifier, expérimenter que ça marche. Bon, beaucoup l'ont fait, ça n'a pas marché, beaucoup l'ont fait, ça a marché. En Israël, on fait ça sur le lac du Tibériade, on peut faire ça sur la Manche, sur la Seine, pour aller au château d'If depuis Marseille, il faut aller en bateau sur la mer. Et là, alors je ne me souviens plus exactement, je crois qu'il faut dire 7 fois le chapitre 91 à l'envers et à l'endroit, et Télim, et après dire le chapitre 119, Kofiutet, dans les Télim, tu as pour chaque lettre, Aleph, tu as 8 versets qui commencent par Aleph. Après Bet, tu as 8 versets. Donc tu dis ton nom, fils du nom de ta mère, dans Kofiutet. Je me souviens, c'est comme ça. Mais tu peux taper sur le site leava.fr, la sgoula pour se marier, et tape. Tu fais, voilà, et B'ezrat Hashem, tu le fais. Même des fois, tu rencontres ton mazal dans le même bateau qui fait aussi la sgoula pour se marier. Ah, vous êtes sur Leava? Oui, moi aussi, ça. Alors, question maintenant, un point super important. À quoi il faut faire attention? À mon avis, numéro 1, surtout dans le monde qui nous entoure aujourd'hui, c'est les midotes. Voir que la personne que j'ai en face, c'est travailler au niveau de son mauvais caractère qu'il avait quand il est né, parce qu'on est tous nés avec un mauvais caractère, qui s'est travaillé au point de savoir devenir être quelqu'un de responsable, droit, gentil, humble. Pas qu'on le fait guili-guili et il saute. Ça, c'est insupportable. Comment déceler cela? Difficile. Au Shidour, il faut être sympathique. C'est pas une enquête du FBI. Tu fais l'enquête, mais tu n'as pas l'air d'un enquêteur de FBI. Tu as l'air d'un futur Khata ou d'un futur Kala. Donc il y a une ambiance sympathique. Il faut que ce soit sympa, parce qu'on n'est pas là pour pas se marier que techniquement. On se marie parce qu'on s'aime bien et il faut que ce soit agréable. Donc il y en a qui font ça dans un lobby d'hôtel, qui font ça dans une maison privée. Il faut que ce soit agréable. C'est sympa, on discute, on rigole un peu, c'est bien, ça détend l'atmosphère, c'est bien. Mais il est clair que les deux sont super stressés.
Donc tu as les antennes super sorties, fais attention à chaque petit détail, et tu la joues super relax. Et tu essayes, alors vu on sait de quoi on va parler, tu peux demander comment tu réagis toi dans une situation pareille, comme ça. Est-ce que tu te mets en colère? Oui, non, comment, pourquoi? Tu fais aussi une enquête. Alors les enquêtes, c'est pas j'ai les bons amis. Tout le monde va te dire oui, il a extra. Les bons amis te donnent des noms d'autres bons amis, qui connaissent d'autres bons amis, qui connaissent d'autres bons amis, et là, 3-4 étapes, et là, tu commences à... Et personne ne va dire qu'il est mauvais. Tu vas entendre sur quoi il est bien. On va te dire à la yeshiva, là, il fait beaucoup de chesed. D'habitude, c'est quelqu'un qui étudie pas trop bien. C'est un grand lamdan, il étudie jour et nuit. Est-ce que du chesed, c'est une question aussi qu'il faut voir. Donc, il faut savoir lire entre les lignes, savoir entendre les choses, les non-dits dans l'enquête, et dans le cas du shidour, essayer de bien voir quelles sont les midotes de l'autre. Si on n'arrive pas à le voir dans le shidour, on le voit d'habitude dans les 3 mois jusqu'au mariage. Parce que là, on se lâche un peu plus une fois qu'on est fiancé, et les premières bagarres arrivent. Et là, on peut voir les réactions du conjoint. Et c'est pas trop tard de dire non, jusqu'à 1 heure avant le mariage. C'est toujours mieux avant qu'après. C'est pas facile, mais ça se fait. Et c'est bien que ça se fasse, parce que, comme j'ai dit, tu vas pas monter tout ton linge sale lors des rencontres. Se fâcher, être en colère dans un shidour, c'est vraiment que le type, il est hors concours. Tu verras ça plus tard, quand on commence maintenant les tensions avant le mariage, etc. Et il y a de la tension, etc. Et savoir que si quelqu'un est coléreux, c'est mal barré, quoi. C'est très très pas commode dans un couple d'avoir quelqu'un de coléreux. Donc les midot, c'est le numéro 1. À quel point la personne aime aider l'autre. Voilà. Deuxième point, qui est très important, le niveau de religiosité, parce qu'il n'y a pas de source plus difficile de mésentendre dans un couple que le problème de religion. Parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est très ennuyeux. Bien que, théoriquement, il n'y a aucune raison que 2 personnes qui n'aient pas le même degré de religion ne s'entendent pas. Je peux faire Shabbat et ma femme fumer à côté d'une cigarette, ça ne va pas me déranger. Je ne fais aucun interdit en fumant, en respirant la fumée de sa cigarette. Ce n'est pas interdit. Peut-être si j'ai du profit, oui. Mais si au contraire ça me casse les pieds, ça fumée, et que malgré moi je sens la fumée de ce que ça fumait, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est gênant. Moi je fais mon Shabbat, et puis à côté regarder la télévision, appeler ses copines, etc. Ça peut être dérangeant. Surtout que dans l'éducation des enfants, c'est très ennuyeux, parce qu'ils ne savent plus très bien sur quel pied danser. Donc, on peut s'écraser sur tout. Elle aime les pâtes, moi j'aime la verdure. Elle veut aller à la mer, moi je vais à la montagne. Elle veut aller voir sa mère, moi j'ai pas envie d'aller voir sa mère, d'accord? Sur tout on peut s'écraser. Et on doit s'écraser, beaucoup, dans le couple. Donc, quand il s'agit d'une question de religion, est-ce qu'on peut s'écraser? Elle veut aller en mini-jupe. C'est pas ça nous, moi. La vérité, oui, elle fait ce qu'elle veut. Chacun son enfer, c'est une erreur. J'en crois que c'est vrai qu'on est censé être avec sa femme dans la Maba. Je ne sais pas comment Dieu y fait, on est avec sa femme, mais chacun son enfer différemment, chacun son paradis. On n'est pas... chacun va payer, on ne peut pas payer pour les péchés de l'autre. Et il est clair que la femme et l'homme n'ont pas le même non-péché exact, donc ce n'est pas forcément le même enfer qu'ils ont. Donc on n'est pas ensemble dans l'enfer. Donc elle fait ce qu'elle veut, je fais ce que je veux. Le problème est vrai dans l'éducation des enfants, mais si on peut on oblitère ce problème-là, en soi, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est quand même gênant. Donc ça peut être une source de conflit terrible. Elle ne veut pas qu'il aille étudier la Torah, tu m'abandonnes, 3 prières par jour à la synagogue, non mais c'est pas possible, d'accord, Shabbat. Il y a des cas pareils, des tas de trucs comme ça, la cache-route, les vacances. Alors, quand il y a des déséquilibres, c'est une source de conflit terrible. Donc il est super, super important. Et des fois, on tombe amoureux, évidemment, et un des deux n'est pas du même niveau. Et on croit qu'avec une bonne volonté, ça va arriver. Et lui, il est prêt à faire des efforts. Tu parles. Ou elle, d'accord. Bien sûr, elle a vu un khatan pareil, elle est prêt à tout pour lui. Ou le contenu de la vie pareil, elle est prêt à tout. Puis du moment qu'il a dans la poche, après le mariage, tout redescend. Même des fois, il ne se rend pas compte. Il est honnête. Je préfère des efforts. C'est vrai, il est prêt. Parce que maintenant, il a un but, d'accord. Elle, une fois qu'il a, forcément, il y a une baisse et il redescend à l'état où il était auparavant. Et le conjoint qui s'attendait a eu même des promesses comme quoi le conjoint allait faire des efforts en Torah, il n'a rien du tout. Et il souffre toute sa vie. Toute sa vie.
C'est terrible, 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 terrible. Donc c'est super important. Les midotes, trait de caractère, bon caractère et niveau de religiosité. Est-ce qu'il faut se sentir prêt au niveau des midotes pour... Absolument, il faut se sentir prêt et demander à des gens qui nous connaissent, est-ce que vous croyez qu'on est prêt? Qui les proches? Allez, Shiva, les rabbanim, ils te connaissent. Bien sûr. Comment on peut déceler les midotes? C'est impossible, non? Vous avez réussi à déceler les midotes de votre femme pendant les chutes? Mais moi, j'ai vu ma femme, j'ai tout de suite vu que c'était elle. Non, non, je rigole. Non, c'est difficile. C'est difficile, mais... Non, mais je veux dire, mais... Je vais te dire, la gentillesse, par exemple, qui est la médaille, à mon avis, la plus importante. Quelqu'un de gentil, ça se voit sur lui. On ne peut pas jouer le comédien de la gentillesse. Quelqu'un qui est gentil, il est gentil. T'as des gens qui sont à l'aise, sont gentils, sont souriants, sont vraiment bien. C'est pas une comédie. Voilà. Des gens gentils et coléreux, nerveux. Ok, au moins il est gentil déjà, c'est déjà bien. Regarde, tout le monde est coléreux, je ne dis pas quelqu'un n'est pas coléreux, tout dépend à quel point on lui fait mal, d'accord? Tout dépend, voilà, il y a des gens qui sont... Tu peux voir par exemple, il n'est pas le coléreux, mais il est très sentimental. Sentimental, il est très... Quelqu'un qui est rationnel, alors il sait maîtriser. Un sentimental, il prend les choses très à cœur et il souffre. C'est difficile. Bon, la femme est sentimentale, ça fait partie de sa nature, mais pas trop, quoi. Oui. Comment pour voir si on a des sentiments? Comment au bout de 6-7 fois, c'est trop genre amoureux, ça veut rien dire, amoureux. On peut sentir chez nous-mêmes que si on dit oui, qu'on a suffisamment déjà un réveil à l'intérieur qui va faire qu'on va tomber amoureux. On n'est pas encore, mais on peut ressentir chez nous, si c'était elle, je crois que je serais vite amoureux d'elle. Amoureux, ça ne veut pas dire aimer. Si, pourquoi pas. Amoureux. On peut aimer en 2 semaines. Non, c'est pas le vrai amour dont on parle, c'est vrai. Le vrai amour, ça vient plus tard. Mais amoureux. Le charme, on appelle ça un chen. Sheker chen, sheker, c'est un mensonge. Le chen, c'est le charme. C'est ce que les goïms appellent l'amour. L'amour vient en deux noms. Pardon? L'amour vient en deux noms. Le vrai amour. L'amour qu'il y a lors d'un shidour ou d'une rencontre occidentale, c'est pas de l'amour, parce qu'on n'a rien donné, c'est un courant qui passe entre les deux, très très puissant. Ça s'appelle du chen. Chen, traduction, c'est du charme. On est charmé. Même des fois, la famille qui n'est pas contente, il a été ensorcelé. D'accord? On ne reconnaît plus le type. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé amoureux, il est très amoureux. C'est basé sur rien. C'est du mensonge, parce qu'il n'y a aucune base à cela. Et comme ça vient, ça part. Dans beaucoup de couples de ce type-là, un beau jour, le type il se lève et dit « j'aime plus ma femme ». Ou la femme dit « j'aime plus mon mari ». Parce qu'ils ont basé leur union sur ce charme. Or, ce charme-là, il est passager. C'est la colle qu'Hachem a mis en place dans le monde pour que ça puisse peut-être mettre 2 personnes qui ne se connaissent pas, après quelques heures de rencontre, on les marie ensemble. Il faut bien quelque chose entre eux. Alors, il y a une colle très puissante qui s'appelle le chen, qui reste un certain temps, environ 1-2 ans. Après, ça part. C'est le 1-2 ans qu'il faudra travailler pour commencer à donner à l'autre et créer maintenant un vrai amour, qui provient vraiment des belles qualités de notre âme, qui sont celles du don à l'autre, qui crée une attache à l'autre. Plus tu donnes, plus tu aimes. Mais tu ne peux pas donner dès le shidour, tu ne connais encore pas la personne. Alors comment on fait pour marier 2 personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner? C'est le chen qui vient. C'est de cette chose que ça, vu que c'est gratuit, c'est basé sur rien. S'il n'y a pas, ça veut dire que Dieu ne veut pas. Si ça vient, c'est Dieu qui a donné le feu vert. Et vu qu'il y a ça, et qu'on a vérifié que ça va très bien, alors où est le problème? Mazal tov. Pardon? Si ça vient que c'est pas ça. Ouais. Si ça vient que d'un côté. Attends, ça vient d'un côté, c'est pas ça. Bien sûr, très souvent, c'est une très bonne question, très souvent, c'est à sens unique. Ça veut dire que c'est pas ça. Pourquoi Hachem fait ça, justement? Ah, pourquoi Hachem fait ça? Il a ses raisons. Hachem, il veut que tu travailles un peu sur... Des fois, il veut que tu travailles. On ne peut pas accepter une chose de bien sans travail, il faut savoir. Arriver à trouver son mazal facilement, c'est possible que si on est dans la première réincarnation, la première incarnation. Là, ça va tout seul parce qu'on tombe sur le mazal que Dieu nous a dédié depuis la création du monde, Bereshit. Aujourd'hui, nous sommes une grande majorité des réincarnés
Et les péchés qu'on a faits dans nos réincarnations passées nous empêchent de trouver le bon numéro. C'est des péchés. Et la souffrance qu'on a dans toutes les déceptions et tous les... Vas-y, repart pour le 40e Shidour, d'accord, tout ça fait réparer les péchés du passé, jusqu'on trouve, on tombe le bon numéro, et Dieu calcule tout. Donc aussi les déceptions, et nous on croyait, elle n'y croyait pas, ou vice-versa. Et le physique, combien il faut prendre en compte? Alors, Abraham Kanevski dit que le physique, rien. Mais avec les Français, ça ne marche pas. Donc, à prendre en considération, normalement, pas trop non plus. Comment ça, rien? C'est impossible, quoi. Ouais, je sais, j'ai dit, lui, et il ne faut pas lui poser la question. J'ai des élèves qui sont allés, qui lui ont dit rien. Il avait fait 10 rencontres déjà, et la fille, elle ne lui plaisait pas trop tellement, mais bon, il ne savait pas quoi faire. Et lui, ça fait déjà, le pauvre, quelques bonnes années qu'il est sur le marché. Et tu vois, après, il lui a dit, mais c'est rien du tout, c'est des bêtises, tout ça. Tu te maries, Mazal Tov. Et il a demandé la main en mariage, la main, et 2 jours après, il a cassé, elle en pleure. Et là, ça fait un scandale terrible. C'est pas un autre niveau, c'est pas pour nous. Les Français, surtout les Français qui ont vu en moyenne 500 000 à 1 million d'images de bonnes femmes durant leur vie, ne peut pas faire abstraction de ça, c'est pas possible. Donc il faut que la femme plaise. Et quoi, en théorie, la Torah, elle demande de faire abstraction de ça? Pour les gens comme Abraham Kanevski, oui. Pour nous, elle demande de ne pas faire abstraction de ça. Mais pas non plus axée que là-dessus. Elle est belle, voilà, c'est tout. Il y en a qui sont vraiment trop axés là-dessus. Il y en a beaucoup. Ça peut être sujet à... Ah? Si elle est trop belle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comment ça se fait que dans le Shidduchim, il y a ce règne, comme vous parlez, qui est cette chose qui conserve cette relation entre le Khatan et la Kala, tandis que quand 2 individus sont ensemble, c'est basé sur le sheker et sur des bases non solides, et que donc du coup après c'est éphémère et ça part en fumée. Non, chez eux aussi, chez Occidentaux aussi, il y a le chen. Le problème, c'est qu'il n'y a que le chen. Donc quand ça part, il n'y a plus rien. C'est quoi ce règne exactement? Du charme, c'est un courant gratuit, on est attiré l'un par l'autre. Hein? Pourquoi ça part? Parce qu'il n'y a pas de construction. C'est venu gratuitement. Ce qui vient gratuitement repart gratuitement. Le vrai amour provient de la construction. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Construction de don, le don à l'autre. Bon, je vais en parler en 1 minute. Une mère qui met au monde un enfant, elle l'adore. C'est complètement dingue. Il est laid comme tout. Je m'excuse d'être aussi cru, d'accord? Et il est casse-pied comme tout, et casse-pied comme tout. Elle l'adore. Pourquoi elle l'aime tellement? Il ne lui fait même pas un sourire. Parce qu'elle a investi en lui énormément. Toute chose dans laquelle on investit, on l'aime. L'exemple que je donne toujours, voilà, quelqu'un prend des morceaux de bois, de la colle, il crée une table. Je lui dis, écoute, je te donne la même table qui est au magasin, même un peu mieux que celle-là. Tu es prêt à échanger? Il dit, non. Pourquoi? Pourquoi pas? Elle est meilleure, celle du magasin. Bon, si elle est vraiment meilleure, il la prendra. Mais si elle peut prendre la même chose, un peu mieux. Il préfère la sienne. Pourquoi la sienne? Parce qu'il l'a fait lui-même. Et alors? Vu qu'il a investi, il a créé un sentiment envers de la colle et du bois. T'entends ça? C'est crétin. C'est comme ça. La chose à laquelle on investit, on l'aime. Il a peut-être investi avant avec cette... S'il investit, il y aura un peu plus d'amour, mais c'est rare. D'habitude, la rencontre occidentale, elle est là uniquement « je te donne pour que tu me donnes ». C'est du business. Le but n'est pas de donner à l'autre, le but est que je reçois moi. Mais je comprends que pour recevoir, je dois aussi donner, alors je donne. Mais le but, c'est moi, c'est pas elle. Quand on va éduquer le couple juif à aimer l'autre pour l'autre, là, le vrai amour va venir. Et juste une question. La dernière, parce qu'on doit vraiment arrêter. Une fois que 2 individus ont fait l'acte, ça peut plus coller? Non, c'est faux. 2 individus qui font l'acte et qu'ensuite ils veulent... Non, j'ai eu un élève ici, il était fiancé, chez Doursa, puis il est tombé dans le panneau avec elle, et il a fait l'acte. Non. Même pas religieux. Ok, je dis même religieux. Vous allez voir Abraham Kanevski. Alors je lui dis, voilà, il a fait comme ça, mais bon, marié, il n'y a aucun problème, ça ne doit pas empêcher. Il faut faire tchouva, et c'est certain que c'est un péché grave, il y a des factures pour tout, donc ça ne vaut pas la peine de faire une grande tchouva avant le mariage.